Bonjour et bienvenue pour ce 9e épisode de notre série sur une histoire de l'informatique moderne. Et pour ce 9e épisode, on va parler d'un événement majeur à la fin de cette première ou deuxième vague plutôt de la micro-informatique. C'est le coup d'État tenté par IBM. Un coup d'État qui a échoué et on va voir ça ensemble. Alors, en 1985, la situation technique est telle qu'on voit que l'architecture initiale de l'IBM PC, coiffée par un système d'exploitation qui n'en est pas vraiment un, à savoir MS-DOS, elle commence à craquer de partout. Les limites de MS-DOS sont telles qu'apparaissent des logiciels permettant d'adresser plus de mémoire ou de faire du multitasking. Il y a TopView d'abord d'IBM qu'on voit en bas à gauche là, qui était une tentative intéressante mais qui n'a pas eu grand succès parce que ça venait d'IBM tout bêtement, c'est-à-dire que les logiciels IBM, c'est souvent pas vraiment orienté utilisateur. Mais par contre, dans la même veine, il y a eu DeskView, qui était pareil, un logiciel pour faire du multitasking, du multitasking, multitâche, voilà, en français c'est plus facile finalement, qui lui a eu un certain succès, voire même un succès certain, qui montrait bien que les gens en avaient marre des limites de DOS. Et donc il était temps d'évoluer. IBM s'est fait aussi cette réflexion que il était temps d'évoluer et de reprendre la main surtout parce que même si son entrée sur le marché de la micro-informatique avait été couronnée de succès, avec des ventes de l'IBM PC qui avaient dépassé toutes les prévisions, il est clair qu'à partir de 1985, IBM a perdu la main et que ce sont surtout les cloneurs qui en profitent et Microsoft. C'était pas vraiment prévu comme ça. Donc IBM se dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour reprendre la main une bonne fois pour toutes, se débarrasser des parasites, c'est comme ça qu'ils appelaient les cloneurs, et puis également mettre au pas Microsoft et faire en sorte que les logiciels qu'on commercialise, on ait eu notre mot à dire dessus. Et donc pendant cette période-là, IBM explore plein de différentes pistes, des alternatives en quelque sorte à cette coopération avec Microsoft qui leur convenait plus. Et donc il y a eu par exemple un accord avec Next, mais c'était un peu plus tard en 89 pour licencier le système d'exploitation des stations Next. C'est pas très connu, mais ça a bien eu lieu. Il y avait également IBM qui travaillait beaucoup du côté d'Unix pour ses stations de travail, mais qui se disait après tout une version bien travaillée d'Unix, ça pourrait le faire aussi pour les PC. Et Microsoft était conscient de tout ça. Il y a eu également Métaphore, alors ça c'est très très peu connu, qui était une start-up créée par des anciens de Xerox PARC, dont on parlera bientôt quand on fera l'épisode sur les interfaces graphiques. Et donc en septembre 84, ils lancent une station de travail qu'on voit ici en photo, qui était innovante sur à plus d'un titre. Par exemple, tout ce qui était clavier, pavé numérique, souris, etc., était sans fil. C'était directement, ça communiquait par infrarouge. D'ailleurs, on voit les capteurs infrarouges sur la photo. Et donc, le système d'exploitation de ces stations Métaphore était vraiment au niveau de l'état de l'art, puisque c'était des anciens de Xerox. Ils avaient évidemment adapté l'interface graphique. C'était assez spectaculaire. Et IBM s'est dit, bah tiens, pourquoi pas repartir de ce système qui est très moderne et qui nous plaît bien. Donc ils ont confié à Lotus, l'éditeur de Lotus 1, 2, 3, le soin de porter le système de Métaphore sur les IBM PC. Bon, ça a été un échec parce que sans doute que c'était trop compliqué et sans doute que Lotus n'était pas tout à fait à la hauteur du projet, mais on voit que IBM imaginait tout un tas de scénarios, de situations pour reprendre la main globalement. Parce que pour IBM, le problème n'était pas seulement le marché des PC qui lui échappait, c'était surtout de mettre la micro-informatique au pas.
parce que pour IBM, il fallait mettre au point un grand plan qui permette à IBM de redevenir IBM complètement et à tous les étages. Et parce que pour IBM, l'important, c'était pas le succès d'un produit isolé, c'était que toute la gamme puisse se vendre. La gamme est plus importante que le produit chez IBM. Et par exemple, quand ils ont lancé le PC Junior, ils l'ont lancé volontairement avec quelques limites, de façon à ce que les ventes de ce PC bis ne viennent pas cannibaliser les ventes du PC XT, qui était évidemment 2 fois plus cher. Donc c'est pour ça par exemple qu'il y avait un clavier indigne. Donc IBM a concocté un grand plan en plusieurs parties. Donc première partie, la base, c'est la partie matérielle. Faire des PC qui soient plus difficiles à copier, qui soient mieux protégés, qui soient plus innovants. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin avec la gamme PS2 lancée en avril 87. Mais au-dessus de ça, pas question de continuer à utiliser MS-DOS. Il faut un système qui vienne d'IBM avec éventuellement l'aide de Microsoft. Et c'est OS2 qu'on va voir aussi un petit peu plus loin. Mais même ça ne suffit pas. Il faut que la micro-informatique rentre dans le rang. Et pour IBM, ça veut dire qu'elle soit intégrée globalement. Et donc ça, c'était la stratégie SAA, qu'on va voir un petit peu plus loin, où les PC, même s'ils sont appelés PS2, deviennent en quelque sorte des terminaux programmables et donc fonctionnent au mieux dans un environnement complètement IBM. Parce que c'était ça le rêve d'IBM, c'était que ce soit IBM à tous les étages, mais pas seulement un étage. Donc non seulement il fallait reprendre la main sur les PC, mais il fallait les remettre dans le rang. Il fallait organiser le marché pour que la dominance totale d'IBM soit une évidence incontestable et à tous les étages. Donc voilà, ça c'était le grand plan d'IBM à la fin des années 80 pour en finir avec cette période Far West des PC architecture ouverte et reposant sur MS-DOS. Donc premier acte, en avril 87, il lance non pas une machine, mais toute une gamme de machines. PS2 30, PS2 50, PS2 70, PS2 80 même. Et d'ailleurs, le changement de dénomination, c'est-à-dire qu'on passe de Personal Computer à Personal System, est pas neutre parce que c'était vraiment l'idée de remplacer l'ancienne gamme, donc PC, PC XT, PC AT, etc., par des systèmes qui portaient vraiment l'estampille IBM de haut en bas, c'est-à-dire conçus par IBM, fabriqués par IBM, avec des composants venant d'IBM, et non plus l'architecture ouverte qu'on connaissait bien. Et la rupture, parce qu'il y avait une volonté de rupture totale et à tous les étages, elle vient de l'architecture du bus interne de ces machines, appelé MCA, pour Microchannel Architecture. Donc on voit que les cartes d'extension qui étaient vendues avec avaient un visage un peu différent. On voit que les pins sont plus nombreux, plus serrés, etc. Et cette Microchannel Architecture qui était censée apporter des avantages formidables, en fait ce n'était pas vrai, ça ne fonctionnait pas plus vite et ça ne permettait pas plus de débit, mais c'était vendu comme ça. Bon, certaines des innovations, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes apportées par les PS2 ont subsisté, telles que l'emploi des disquettes 3 pouces et demi ou le format VGA qui a percolé dans l'ensemble du marché dans les années qui ont suivi. De toute façon, il était temps, le Macintosh avait montré la voie et l'IBM 150 et le HP 150 également avait montré la voie dès 84 par l'utilisation des disquettes 3 pouces et demi au lieu des 5 pouces 1 quart. Mais le PS2, sa volonté, c'est vraiment, la volonté d'IBM, c'est vraiment de marquer une rupture par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, dans un premier temps, ça se passe bien. Le nom IBM et le fait que les machines aient l'air un petit peu plus modernes, ça se vend bien. Il y a 3 millions de machines qui sont écoulées
dans les 18 mois qui suivent l'annonce initiale, mais en fait c'est un succès en trompe-l'œil parce que ce sont essentiellement les comptes IBM qui sont équipés de ces machines-là, pensant bien faire et croyant les promesses d'IBM. Et très vite, le mouvement s'est tari et IBM a eu de plus en plus de mal à caser ces machines et c'était mérité. À côté de ça, les PS2 étaient réputés incopiables par IBM et l'architecture MCA était une telle rupture, c'est qu'il n'y avait aucune carte d'extension précédente qui pouvait s'intégrer dans les PS2. Il fallait tout refaire. Donc évidemment, les fabricants de cartes d'extension, dans un premier temps, ils n'étaient pas très chauds, ils n'étaient pas enthousiastes, d'autant plus que les accords d'IBM pour permettre à d'éventuels cloneurs de reproduire leur système étaient absolument léonins, avec des clauses ahurissantes, comme par exemple, il fallait accepter de payer des royalties sur les PC commercialisés antérieurement, c'est-à-dire des royalties rétroactives. C'est-à-dire si vous avez avant cloné déjà notre formidable IBM PC, ben faut payer. Il faut payer pour avoir le droit de continuer à le faire sur les PS2. Donc évidemment, les cloneurs ne se sont pas intéressés à ça. Compaq a créé une espèce de fédération alternative avec une architecture alternative qui s'appelait ESA, qui voulait dire le bus ISA étendu, tout simplement. Et tout le monde a suivi Compaq, en quelque sorte, et a laissé IBM se mettre en corner tout seul dans un marché différent qui lui est propre. Deuxième étage de la fusée, c'est OS2, donc un système d'exploitation complètement nouveau, assez moderne et pas inintéressant, réalisé avec l'aide de Microsoft, mais c'était quand même IBM qui clamait qu'ils étaient aux manettes et que c'était selon leurs spécifications. Donc dans un premier temps, le système d'exploitation qui était sans interface graphique a été annoncé en avril 87 et devait être disponible au premier trimestre 88. Bon, ils ont fait un peu mieux que ça parce qu'il a été disponible dès décembre 87, mais là aussi il y avait une rupture de la part d'IBM parce que d'habitude IBM quand il faisait des annonces, les produits étaient disponibles tout de suite. Là l'OS2 n'était pas disponible tout de suite, donc on voit déjà qu'ils ont en quelque sorte précipité les choses et ils n'étaient pas tout à fait prêts, mais ils se sont dit bon bah là il faut y aller, on a déjà perdu trop de temps. Par la suite, donc l'automne 88, il y a eu la version 1.1 qui enfin proposait une interface graphique qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à ce que ferait Windows par ailleurs, Windows 2, et qui n'était pas formidable sur le plan ergonomique parce que par exemple pour ajouter une imprimante, ça demandait une dizaine de tâches alors que sous Windows, on pouvait le faire beaucoup plus facilement. Il y avait d'autres erreurs aussi qui accompagnaient le lancement d'OS2. Par exemple, le toolkit, le SDK, proposé aux développeurs, était facturé $3000, ce qui était quand même beaucoup d'argent pour l'époque. C'était assez dissuasif. Donc on voyait que IBM n'avait pas tellement envie d'encourager les développeurs tierces pour son nouveau système. Bon, finalement, OS2, on sait ce qu'il est devenu. IBM a eu du mal à proposer des nouvelles versions, des améliorations de l'interface graphique qui s'appelait Presentation Manager. Et puis finalement, à l'occasion de la sortie d'OS2 2.0, ils ont officialisé la rupture avec Microsoft, qui est parti de son côté et qui a développé Windows 3 d'abord, puis Windows 98 plus tard. Et il y avait également il y avait tout un projet initialement entre les deux partenaires, un projet d'avenir. Et donc Microsoft a continué à développer un OS2 3.0 qui finalement, au final, est devenu Windows NT. Donc OS2, c'était le deuxième étage de la fusée. Mais, encore une fois, j'insiste, le grand plan, c'était surtout de tout intégrer autour d'une architecture qui s'appelait SAA, qui voulait dire System Application Architecture, qui a été annoncée dès 87, et dès 87 étaient disponibles des documents
descriptif sur cette fameuse architecture. Là, je l'ai reproduit en photo. Moi, je me rappelle très bien parce que à cette époque, je travaillais dans une SS2I qui s'intéressait aux clients-serveurs sous mon impulsion. Et d'ailleurs, c'est assez particulier parce que là, on rentre dans des périodes, dans des zones où j'étais directement impliqué, donc j'en parle pas exactement de la même façon. C'est de l'histoire, mais de l'histoire auquel j'ai participé. Donc évidemment, en termes d'implication personnelle, c'est tout à fait différent et je le ressens déjà en moi-même. Donc, ce grand plan SAA, c'était de dire, bon, bah ok, les PC, les PS2, c'est bien, mais à condition que ce soit des terminaux programmables. Bon, ils auront le droit d'exécuter une petite partie de l'application, mais la grosse partie reposera sur des mainframes ou au pire des mini, badgé IBM évidemment, sur un réseau SNA, c'est-à-dire badgé IBM évidemment, et employant nos protocoles, et tout ça est décrit intensivement dans les docs. Alors moi, je me suis tapé ces docs-là pendant des semaines, des mois pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Alors, IBM ne parlait pas de client-serveur, il parlait de traitement coopératif. Et tout ça à travers les protocoles SNA qui étaient assez compliqués à eux tout seuls à comprendre. Donc c'était une usine à gaz assez difficile à appréhender. Ça n'a pas eu de succès en dehors des comptes tout bleus qui, eux, ne voyaient pas le monde au-delà des 3 lettres IBM. Et donc, ce grand plan d'IBM, il pouvait plaire qu'à IBM. Et par exemple, l'échec des PS2 et d'OS2, les vraies raisons, c'est qu'il n'y avait pas de demande de marché. C'est-à-dire que IBM a confondu ses désirs et les réalités. Et ça se retrouvait à tous les étages. Par exemple, IBM a commandé beaucoup d'études de marché à l'époque pour voir comment allaient évoluer les ventes. Et la question qui était posée aux différentes cabinets d'études de marché, qui étaient contents qu'on les interroge, parce que eux, ils faisaient payer leurs études, évidemment. C'était quand est-ce qu'OS2 dépassera MS-DOS dans les ventes, dans les parts de marché, sur le terrain, etc. Donc évidemment, les types, ils répondaient, ils disaient, bon, bah, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça dépendait des études. Hein. Mais il n'y en avait aucun qui répondait jamais, parce que la question était mal posée. Si vous répondiez jamais, c'est clair que IBM n'allait plus jamais vous demander non plus une étude. IBM n'avait pas le courage de poser la seule vraie question qui valait, c'est est-ce que OS2 va dépasser MS-DOS? Et là aussi, il aurait fallu que les cabinets d'études aient le courage de répondre jamais. Jamais, c'est de la merde ton truc, tu peux te le garder, et puis voilà. Ce qui est d'autant plus dommage que, justement, OS2, par exemple, c'était pas de la merde. C'était un système intéressant, c'était un système performant, mais simplement il était mal positionné. C'est-à-dire que c'était pas un bon système pour l'utilisateur final, parce que l'interface graphique n'était pas très bien faite, elle arrivait tardivement, il n'y avait pas beaucoup d'applications dessus, etc., etc. Mais en tant que serveur, OS2 était très bien. En tant que serveur de réseau, il était parfait. Il était bien mieux que Novell NetWare, tout en étant tout aussi performant. Et il était bien mieux qu'Unix, qui était difficile à installer et difficile à administrer. NetWare aussi était difficile à installer et à administrer. OS2, en tant que serveur de réseau, à l'époque, c'était une solution que moi j'ai adorée, que j'ai beaucoup utilisée et qui fonctionnait très bien. En plus, il était stable, il était fiable. Et dans certaines banques, par exemple, il n'était pas rare de trouver une machine qui avait réussi à tourner pendant 20 ans sans interruption, avec OS2 dessus. Alors bon, ça c'était une fiabilité façon DEC VMS. Alors ça, il y a beaucoup d'histoires. Par exemple, il y a une banque brésilienne où il y a des machines VMS qui ont tourné pendant 40 ans sans interruption, sans avoir besoin d'être rebooté, sans rien. C'est une forme de record. Eh bien, à OS2, on n'était pas très très loin. OS2 était un bon système, mais IBM, à travers son dogmatisme, à travers son aveuglement, a fait en sorte que son destin soit tronqué. Alors, les deux conséquences de l'échec d'IBM, de l'échec complet, de l'échec à tous les étages,
c'est que d'abord, sur simplement le marché des PC, eh bien, tout s'est articulé autour des cloneurs. Donc avec, dans un premier temps, Compaq comme en leadership. Mais ça n'a pas duré parce que le leadership de Compaq était censé reposer sur une certaine supériorité technique. Donc Compaq dépensait beaucoup en R&D pour améliorer ses machines. Mais tout ça est revenu à servir à rien à partir du moment où Intel a commencé à commercialiser des cartes mères complètes. Et donc les cloneurs qui se battaient sur les prix étaient ravis, c'était une aubaine pour eux. Ils n'avaient pas besoin de dépenser quoi que ce soit en R&D. Ils achetaient la carte chez Intel et puis ça roulait tout seul. Compaq, qui essayait de se différencier, en fait a fini par faire des machines qui étaient moins performantes que les machines basées sur les composants d'Intel. Donc le marché s'est vite articulé, organisé autour des cloneurs les plus dynamiques, ceux qui dépensaient le plus en marketing et qui proposaient les machines les moins chères, à savoir Gateway et Dell. Donc à la fin des années 80, début des années 90, Compaq a commencé à décliner et Dell a commencé à monter au ciel. L'autre conséquence importante, c'est qu'au début des années 90 a monté le modèle client-serveur pour les PC en réseau. On en parlera lors d'un prochain épisode, parce que c'est un sujet que je connais particulièrement bien, évidemment. Et ce modèle client-serveur s'est développé sans SAA, donc sans IBM. IBM s'est mis en corner tout seul en pensant qu'il allait à nouveau dominer le marché en imposant une rupture majeure. Mais cette rupture majeure, c'est le marché a continué à évoluer sans IBM. Donc voilà, c'est aussi une leçon sur l'hubris des sociétés commerciales qui pensent qu'elles peuvent imposer leurs vues, leurs désirs au marché. C'est jamais vrai. Et ça finit toujours mal. Donc pour IBM, ça a été complètement mérité. Et c'est vraiment à partir de cette annonce que le déclin d'IBM s'est accéléré. Voilà pour cet épisode 9. Alors pour le prochain épisode, pour l'épisode 10, on ne va pas faire un épisode thématique comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On va faire une récapitulation. C'est-à-dire qu'on va passer en revue ce qu'on a dit dans les épisodes précédents et on va en tirer les enseignements, les leçons, ce qu'il faut en retenir. Et ça permettra de faire une pause avant de repartir sur l'interface graphique, le réseau local, le modèle client-serveur, les GBD, les L4G, etc., etc. Ça va être passionnant, mais on va faire tout ça bien, dans les temps, et dans un premier temps, on va faire une récapitulation. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.